Mes chers clients et abonnés, je suis Timothée, vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos telles que la présentation de notre Ferrari 512R ou encore mes conseils pour réussir un premier investissement automobile ou encore Terminator, la comédie musicale ou Retour vers le futuroscope. C'est avec un plaisir non dissimulé et une fierté apparente que je vous présente aujourd'hui le futur de Sonny Speed Shop. En effet, mon associé étant en vacances, j'ai profité de son absence pour prendre la décision collégiale, seul, de développer notre activité en ouvrant notre nouveau pôle de la Boomer Hotline. Ainsi, les boomers pourront nous appeler sur notre ligne afin d'avoir une oreille attentive et une épaule sur laquelle épancher leurs différentes observations sur le monde actuel, le tout avec notre réponse et notre soutien indéfectible. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez toutes sortes de réflexions ou d'observations concernant l'évolution de la société qui peut paraître révoltante parfois. Ce service entrera en fonction dès à présent. Vous pourrez nous contacter et nous attendons votre appel avec impatience. Boomer Hotline, j'écoute. Oui, effectivement, on ne peut plus rien dire. Ah non, mais ça, c'est certain. Ah oui, non, mais les gens ne veulent... Non, mais c'est simple, les gens ne veulent plus bosser. Ça fait des années que je le dis, les gens ne veulent plus bosser. Ah non, mais c'est sûr, c'était une autre époque. À l'époque, on pouvait encore rouler, alors qu'aujourd'hui, avec leurs lois, leurs machins, on peut plus rien faire de toute façon. On peut plus rien faire sans être emmerdé, ça c'est certain. Ah non, mais de toute façon, c'est simple, les téléphones, aujourd'hui, on comprend plus rien, c'est plus clair de toute façon. Aujourd'hui, ça sert que à aller sur Facebook, alors c'est pour vous dire. Depuis Michel Sardou, on ne sait plus faire de musique. Non, ah mais ça, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Fayot. It's turning. Bonjour à tous, alors c'est seul que je vous présente cette vidéo aujourd'hui, la mort dans l'âme, parce que mon ami Thibaut est au milieu du Sahara, il prend ses petites vacances, il fait une traversée du désert avec son copain Arthur, qui est aussi mon copain d'ailleurs, hein, en passant, pas que son copain, c'est un peu le mien aussi, donc qui se calme tout de suite, genre on est plus potes Arthur et moi parce qu'on a traversé le désert, non c'est aussi mon pote, donc calme-toi tout de suite Thibaut. Bref, je suis seul aujourd'hui, enfin il y a Martin mais c'est comme si j'étais seul ou ça aurait presque été mieux d'être seul, mais je suis malheureusement avec Martin. Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter cette petite vidéo, ce sujet qui me passionne tant et qui passionne aussi mon ami Thibaut, et c'est d'ailleurs, vu qu'il n'est pas là, c'est un peu pour le punir que je le fais sans lui, c'est une vidéo sur pourquoi est-ce que les gens intelligents roulent en Youngtimer. Donc on va vers une petite explication de qu'est-ce que le Youngtimer, de pourquoi c'est bien de rouler en Youngtimer, et on va en profiter pour vous présenter ces deux magnifiques Jaguars qui sont, pour ceux qui ont un œil affûté et averti, qui sont les mêmes, juste pas de la même couleur. On va commencer par qu'est-ce qu'un Youngtimer. Alors il n'y a pas de définition officielle et véritable du Youngtimer, un peu à chacun sa définition. Personnellement, nous on considère qu'un Youngtimer c'est un véhicule qui va avoir entre 20 et 30 ans, donc un véhicule qui est un petit peu trop récent pour être un véhicule de collection, mais qui est en même temps un petit peu trop ancien pour être un véhicule moderne. Donc typiquement, on va être des voitures des années 80, 90, 2000. Alors, précision à apporter à cela, il s'agit de véhicules qui sont soit entièrement d'origine, soit qui ont été légèrement modifiés de manière qu'on appelle période correcte, c'est-à-dire mettre une paire de jantes de M3 de 2016 sur une BMW E30, c'est non. Là, on parle d'une autre catégorie de voitures qui est très respectable aussi, qu'on appelle les merguez. La merguez, une saucisse paradoxale, elle plaît beaucoup.
et pourtant tout le monde s'en méfie. Là, en l'occurrence, quand on parle de Youngtimer, on peut changer les jantes de sa magnifique E30, mais dans ces cas-là, on met du BBS par exemple, on met des jantes qu'on aurait pu mettre à l'époque pour améliorer un petit peu sa voiture. Donc l'idée est de rester vraiment le plus correct possible et le plus proche possible de ce qu'était la voiture à l'époque où elle était neuve. Et alors pour les Youngtimer, et c'est là que les définitions varient, il s'agit, selon nous, de véhicules dont la cote est au pire stable, au mieux ascendante. Donc généralement les versions les plus haut de gamme de la série, donc des versions bien optionnées, bien motorisées, en bon état, avec un bel historique, dans une condition de conservation intéressante, et pas le petit 4 cylindres diesel avec 600 millions de kilomètres, avec des jantes de chez Nord Auto, avec un volant sport, avec un aileron à l'arrière, les béquets, un échappement qui n'a rien à foutre là, etc. Voilà. Le Youngtimer, on est quand même dans une optique de collection. C'est entre guillemets les voitures qui sont pré-collection. C'est des voitures qui sont amenées à devenir des voitures de collection et qui pour l'instant ne le sont pas encore. Les intérêts du Youngtimer, pourquoi est-ce que c'est cool et pourquoi est-ce que c'est intéressant de rouler en Youngtimer? Le premier truc que va vous dire votre entourage, vous savez, ce fameux cousin ou copain ou beau-frère ou quoi que ce soit qui ne connaît rien aux bagnoles mais qui a forcément un avis sur votre voiture, ce qu'il va vous dire, ce con, c'est oh là là, ça va te coûter une fortune en entretien, ça va consommer de fou, etc., etc. C'est pas vrai, c'est une idée préconçue. Ça dépend des modèles. Alors effectivement, on va être sur des motorisations un petit peu plus importantes que les motorisations actuelles, mais c'est pas pour autant qu'on va consommer beaucoup plus. Je prends exemple de ma voiture personnelle, une magnifique Mercedes 300 CE de la génération W124. Il s'agit donc d'un 6 cylindres en ligne de 3 litres, essence bien entendu. Donc le premier truc qu'on m'a dit quand j'ai acheté ça, oh, tu vas voir, ça consomme, ça consomme, ça consomme. Eh bien, ça n'est pas vrai. Si c'est un véhicule qui est bien entretenu, que c'est un véhicule qui est en bon état, qui est régulièrement révisé et dont on change les pièces qui ont besoin d'être changées, par exemple les bougies, ce genre de choses, c'est un véhicule qui a une consommation raisonnable. On va être aux alentours des 10-11 litres au 100. Alors ok, c'est un petit peu plus qu'une petite voiture, mais encore une fois, tout dépend de son utilisation. Prenez les Fiat 500 récentes, en essence, ça consomme énormément. C'est des petites merdes avec des petits moteurs de merde et ça consomme de fou. Ça consomme autant qu'un 300 CE, sauf que ça fait 90 chevaux contre 180. Donc ça va dépendre de l'utilisation qu'on a. Encore une fois, une voiture qui est sous-motorisée aura effectivement une consommation basse en théorie, mais en pratique, vu qu'elle est sous-motorisée, on met toujours le pied au plancher, donc on fait prendre des tours au moteur et donc par définition on va consommer plus. Une voiture bien motorisée, on va rouler sur le couple, sur un filet de gaz et du coup avoir une consommation maîtrisée. Et c'est le cas notamment des Mercedes et des BMW de cette époque-là. Alors après, effectivement, si on a envie de se la jouer un petit peu Lewis Hamilton, là on va avoir une consommation qui très rapidement va devenir un petit peu déraisonnable, on s'entend. Mais pour ce qui est de la consommation pour une utilisation normale et régulière, pas tant que ça. La fiabilité, à cette époque, les voitures, franchement, il y avait moins de choses dedans. Aujourd'hui, dans une voiture, vous avez le GPS, le régulateur vitesse adaptatif, le maintien de voie, le ceci, le cela, le truc. À cette époque-là, si vous aviez le régulateur de vitesse, c'était déjà cool. Donc, qui dit moins d'options, dit moins de risques de panne et moins d'électronique, dit forcément moins d'emmerdes. De toute façon, c'est simple, c'est logique. Plus on met d'éléments, plus on a d'éléments qui peuvent tomber en panne. Dans une voiture qui est peu équipée, on a peu de chances d'avoir des pannes sur tout ce qui est accessoires. Pour ce qui est du moteur, on a vu ces dernières années cette tendance qu'on appelle le downsizing. C'est faire des moteurs de plus en plus petits avec des rendements de plus en plus importants. Donc, on va avoir des tout petits moteurs avec des toutes petites cylindrées qui vont développer des puissances énormes. Je prends pour exemple les RS3 qui vont avoir 200 chevaux au litre. Donc ils vont sortir 400 chevaux pour un moteur 2 litres. Donc forcément, on va avoir un moteur qui est fragile. Quand un 6 cylindres 3 litres développe 180 chevaux,
a priori, on a un moteur qui est robuste et qui va tenir sur la durée. Pareil pour tous ces 4x4 japonais des années 90, les Pajero, les Land Cruiser et autres, où on avait des 3,2 litres qui développaient 160 chevaux. Donc c'est pas des foudres de guerre, mais c'est des moteurs qui font 30 fois le tour du compteur s'ils sont bien entretenus. Parce que petite puissance pour grosse cylindrée. Aujourd'hui, on fait petite cylindrée pour grosse puissance. Donc tendance inverse et forcément, on va avoir des casse-moteurs. Alors, une autre chose qui fait que les voitures anciennes sont plus fiables que les voitures modernes, ce sont les coûts de fabrication. À l'époque, une voiture coûtait cher parce qu'elle était de bonne qualité. On allait avoir des pièces de bonne facture qui étaient bien fabriquées. Aujourd'hui, une voiture est chère parce qu'il y a 1 milliard de trucs dedans. Vous achetez la plus petite des petites citadines de merde, elle aura la caméra de recul, les sièges chauffants et toutes les options qui à l'époque étaient inconcevables. Donc, forcément, pour mettre plus d'équipement mais maîtriser les prix, on va attaquer les coûts et donc mettre des pièces de moins bonne qualité et donc moins durables. C'est le même principe que le four de votre mamie qu'elle a depuis 1967 et vous avez acheté un four en 2017 et il est déjà pété alors que le sien fonctionne toujours. C'est pareil, on a aujourd'hui des matériaux et des composantes qui sont nettement moins robustes que ceux qu'on avait avant pour toujours cette question de maîtrise des coûts. Le deuxième intérêt des Youngtimers, c'est son coût en entretien. Première chose, vous avez du recul sur la fiabilité de cette voiture. Une voiture qui était vendue neuve en 91 aura une durée de vie suffisante pour que vous puissiez vous renseigner sur internet, sur les forums, sur savoir qu'est-ce qui pète, est-ce que c'est une voiture fiable ou non et qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas sur cette voiture. Qu'est-ce qui a besoin d'être fiabilisé parce qu'on peut fiabiliser des éléments qui sont peu fiables sur une voiture. Ça a été le cas notamment chez Porsche sur les 996 et 997 dont l'IMS cassé, on en a parlé dans une précédente vidéo. Bon, c'est des pièces qui présentaient des défauts et des faiblesses et qui ont été fiabilisées par la plupart des propriétaires. Donc ce sont des choses qu'on peut faire. Quand vous achetez une voiture de 2021 ou 2022, vous n'avez pas le recul pour savoir qu'est-ce qui va péter à 100 000 km. Donc on est face à toutes les surprises possibles et imaginables. Autre chose, les pièces sont plus facilement disponibles, les brevets sont tombés généralement dans le domaine public, donc vous allez pouvoir trouver des pièces génériques qui ne sont pas nécessairement celles du constructeur et qui seront certainement beaucoup moins chères que celles du constructeur. De plus, vous pourrez vous adresser à la casse la plus près de chez vous pour trouver des pièces d'occasion. Pour certaines pièces, il vaut mieux partir sur du neuf. Pour d'autres, une pièce d'occasion fera parfaitement l'affaire. Et une pièce d'occasion, c'est 20 ou peut-être 30% du prix du neuf. Donc encore une fois, très intéressant. Ensuite, pour ce qui est de coûts d'entretien, de main-d'œuvre, vous trouverez beaucoup de spécialistes pour les Youngtimers. Il y en a de plus en plus, de gens qui travaillent sur les Mercedes, sur les BMW, sur les Anglaises des années 80, 90 ou 2000. Et ces gens-là auront des coûts nécessairement inférieurs à ceux des grosses concessions et donc auront des tarifs qui seront beaucoup plus raisonnables. En plus de ça, pour ceux qui aiment mettre un petit peu les mains dans leur voiture, si vous ouvrez le capot d'une 30 par exemple, vous avez quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, quelque chose de rarissime, quelque chose qu'on appelle la place. Vous avez une B-moteur très grande avec un moteur d'une taille modérée, alors qu'aujourd'hui on a des tout petits compartiments moteurs avec des tout petits moteurs qui sont logés au chausse-pied avec tous les périphériques et un cache en plastique dessus. On ne peut plus rien faire parce qu'on n'a pas la place de travailler, alors qu'à l'époque on avait totalement la place de travailler, on n'était pas obligé de sortir un moteur pour enlever une petite pièce dans l'ensemble, après ça dépend des voitures, chaque voiture a sa spécificité, mais toujours est-il qu'on avait la place de travailler et ça change absolument tout et c'est ce qui va faciliter la main d'œuvre et c'est ce qui fait que sur les voitures modernes, vous allez devoir sur certaines voitures faire tomber toute la face avant pour changer une courroie accessoire par exemple, chose qui n'est pas du tout imaginable sur des voitures des années 90 où vous avez une énorme place, où vous avez de quoi loger un W12 dans une voiture qui est équipée d'un 6 cylindres. Sur les voitures de cette époque-là, alors ça commence à être un petit peu moins vrai à partir des années 2000, mais sur les voitures des années 80-90, on a encore des voitures qui sont majoritairement mécaniques et non électroniques. Aujourd'hui, pour toucher à votre voiture, il va vous falloir un ordinateur. Je suis
Ingénieur informaticien. Même si vous faites juste une simple vidange sur votre Audi A1 toute récente, toute neuve, si vous faites la vidange vous-même parce que vous vous êtes dit j'en ai rien à foutre de l'historique, je vais la garder jusqu'au bout et je me fous d'avoir une facture, vous faites la vidange vous-même, et ben pour remettre à zéro, chez certains constructeurs, il vous faut un ordinateur. Pour changer les pneus, il faut ensuite rentrer dans l'ordinateur pour expliquer que les pneus sont neufs, que les valves sont installées, que les valeurs de gonflage sont les bonnes. Donc, il faut être équipé. Alors que sur une bagnole des années 90, pour être très simple, une pince suffit à faire beaucoup de choses. Voilà, donc encore une fois, une grande simplicité pour le travail, c'est d'avoir des pièces mécaniques et très peu de pièces électroniques. Et surtout que l'électronique, ça n'aime pas l'humidité, ça n'aime pas les températures hautes ou les températures trop basses, donc forcément on va avoir plus d'emmerdes, là où le mécanique, c'est mécanique, ça marche ou ça marche pas. Autre point primordial sur les Youngtimer, c'est le style et le plaisir de conduite. Alors en termes de style et de plaisir, à l'époque, on prenait le soin, et je sais pas, les constructeurs peut-être se droguaient beaucoup plus qu'aujourd'hui et s'autorisaient beaucoup plus de fantaisie. Je prends pour exemple la Polo Harlequin, qui est quelque chose qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Alors peut-être que c'est une bonne chose parce que c'était quand même une bagnole assez horrible objectivement, mais c'était marrant, c'était cool, il y avait un parti pris, on prenait parti justement quand on faisait des voitures, là où aujourd'hui on a tendance à faire des voitures qui sont toutes un petit peu les mêmes, où on va s'attarder principalement sur les signatures lumineuses, ce qui est super, hein, c'est très beau les belles signatures lumineuses, mais le tout au détriment du design. En plus de ça, forcément, chaque année, les normes évoluent, les obligations et les impératifs des constructeurs évoluent, et du coup, c'est le design qui parfois en prend un coup parce que là où on pouvait faire certaines choses avant, on ne peut plus le faire maintenant pour les normes de sécurité piéton, de pollution ou autre. Donc voilà, on voit les designs évoluer et on a un style qui est quand même beaucoup plus cool dans une bagnole des années 90, je veux dire, ça devient un peu atemporel, ça rappelle pour beaucoup de bons souvenirs, donc ça a un capital sympathique qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Surtout, on a le plaisir de rouler dans une voiture qui est fiable, parce que pas si vieille que ça, mais une voiture qui a le charme d'une ancienne, et ça c'est vraiment super. Dernier point sur l'intérêt de rouler en Youngtimer, c'est l'argent. Oh, l'argent. On se dit, oui, ça va te coûter une fortune d'entretien, etc. Alors, on a vu que non, mais quand bien même ce serait vrai, demain, vous allez chez Volkswagen acheter votre magnifique Polo 2022, 2023, je ne sais plus en quelle année on est, et vous repartez fièrement de la concession au volant de votre nouveau bolide. Plus tard, vous décidez de changer de voiture et vous revendez cette voiture. Il y a fort à parier que vous perdiez énormément d'argent. Les voitures décotent énormément dans leurs premières années, surtout pour les petites voitures, hein. Je ne parle pas des Porsche et des Ferrari sur lesquels il y a des listes d'attente et qui du coup gardent leur cote très longtemps. Non, je parle des voitures de monsieur et madame tout le monde. Vous achetez une voiture, vous roulez avec pendant un an, et bien il y a de fortes chances pour que vous perdiez 30-35% du prix à la revente, parce que le nouveau modèle sera sorti, parce que c'est des voitures qui sont quand même facilement disponibles, sur lesquelles on va mettre pourquoi pas des aides à l'achat. Donc la vôtre, elle va être dépréciée sur le marché, et puis surtout pour peu que vous ayez frotté une jante, bigné une aile, ça y est, vous perdez beaucoup d'argent. Lorsque vous achetez un Youngtimer qui donc a par définition 20-25 ans, la grosse décote, elle est passée. Vous pouvez rouler dans une voiture qui vaut une fortune pour très peu d'argent. Et donc, vous avez l'impression d'être la personne la plus intelligente au monde. Je suis au volant d'une voiture qui coûterait aujourd'hui 100 ou 120 000 euros et je l'ai payé 10 000 euros. Que demande le peuple? Et surtout, le jour où vous la revendez, à condition de ne pas lui avoir mis 600 000 bornes et de ne pas avoir fait du stock car avec, a priori, vous la revendrez au mieux plus cher et au pire le même prix. C'est tout bénef, c'est des voitures qui ne coûtent pas cher à rouler. Les pièces sont disponibles dans plein de constructeurs différents, donc vous pouvez comparer le prix des pièces, vous pouvez trouver plein de mécaniciens capables de les entretenir, et surtout à la revente, vous ne perdrez pas d'argent et peut-être même que vous en gagnerez. Certaines voitures qui avaient une cote assez faible il y a quelques années, eh bien aujourd'hui commencent à devenir des collectors et du coup ça monte en flèche, et ça franchement
Quand on aime les voitures et qu'on aime changer, on n'a pas envie de perdre de l'argent à chaque fois, donc c'est plutôt chouette. Ça permet de changer de voiture régulièrement, sans perdre d'argent, en gardant le même pécule et pourquoi pas en augmentant un petit peu celui-ci sur un malentendu. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ce qui est toujours sympa. Bon, ce que je propose maintenant, c'est de faire une petite présentation de ces deux Jaguars qui sont de beaux exemplaires de Youngtimer et de voitures qui sont super à acheter comme voiture plaisir. Il s'agit donc de Jaguar XJR. C'est des véhicules du tout début, enfin voire la toute fin des années 90, tout début des années 2000. Celle-ci est de 1999 et celle-ci est de 2000. Ce sont donc exactement les mêmes modèles, juste voilà, si vous n'êtes pas daltonien comme moi, vous pourrez voir que celle-ci est bleue et celle-ci est verte. Mais sinon, c'est les mêmes options, même couleur d'intérieur, même jante, juste la peinture qui varie et surtout même moteur. Le moteur qui équipe ces deux bagnoles, c'est quand même un V8 de 4 litres avec un supercharger, donc suralimenté par un compresseur qui développe 375 chevaux, ce qui est quand même vraiment pas rien pour l'époque. Et c'est des voitures, je veux dire, vous mettiez ça en face d'une Aston à l'époque, donc qui allait être une DB7, en fait au 0-100, la Jaguar allait battre la DB7. Et ce sont des voitures qui marchent très fort et qui vraiment décoiffent quand on met un peu le pied dedans. Et le tout avec le confort et l'élégance et le luxe qu'on connaît à Jaguar. Donc ça a vraiment marqué un nouvel élan pour la marque qui a totalement changé sa ligne de conduite et qui est partie plus comme ses concurrents dans un registre un petit peu plus sportif. Mais par exemple, alors voilà, il y a eu c'était pas la création de la XJ, hein. La XJ est un modèle qui existait avant, qui était équipé soit d'un 6 cylindres, soit d'un 12 cylindres. Et à partir de cette génération-là, on a supprimé ces motorisations, on n'est allé que sur des V8. Alors, suralimenté ou non, donc la R a été suralimentée et l'autre était atmosphérique, mais on est parti sur des motorisations nettement plus sportives. Donc, on a dit ciao aux 6 cylindres qui était au final un peu une merde pour prendre ce magnifique V8. On remarque la particularité de ces XJR avec certains petits détails, notamment un bouclier avant un petit peu plus sportif avec une calandre en nid d'abeille, avec ces 4 vis qui sont emblématiques au-dessus, qui d'ailleurs le jour où vous les perdez, ça coûte 150 balles pour avoir les 4 vis et il n'y a que Jaguar qui les fournit, on n'en trouve nulle part ailleurs. Et avec ces très belles jantes très sportives qui ont presque un côté un petit peu American Racing, qui vont rappeler un petit peu les voitures américaines des années 70 et qui sont très sympas, et le tout avec une double sortie échappement pour laisser transparaître la mélodie, la douce mélodie du V8. Pour en revenir un petit peu à l'intérêt du Youngtimer, ici vous avez une voiture qui est à la fois confortable et puissante, qui est très utilisable au quotidien. Pour être parfaitement honnête, ça consomme un petit peu. On va pas se mentir, c'est des voitures qui vont avoir une consommation un peu importante, due certainement au compresseur, mais ça reste des voitures qui sont utilisables et qui sont extrêmement confortables. C'est des voitures qui ont été vendues neuves, à l'époque ça valait à peu près 530 000 francs, ce qui est l'équivalent de 86 000 euros, mais avec l'inflation d'aujourd'hui, on s'approche plus des 120 000 euros. Donc c'est des voitures qui, neuves, coûteraient 120 000 euros. Or, aujourd'hui, ces deux-là sont entre 15 et 20 000 euros. C'est le prix du marché pour des voitures en bon état avec un bel historique. Donc voilà, vous pouvez rouler pour moins de 20 000 euros dans une bagnole qui aujourd'hui vous coûterait 100 000 de plus si vous l'achetiez neuve, ce qui est quand même dément, alors qu'elles ont respectivement 120 et 150 000 km. Donc c'est vraiment rien. Vous roulez pour moins de 20 000 euros dans une voiture à 120 000 euros. Et ça, quand on voit ça, en fait, on se dit que c'est des voitures qui coûtent moins cher qu'un Renault Captur. Voilà, vous avez le choix entre une bouse en plastique dur avec un 4 cylindres éclaté qui sonne comme une casserole, qui fait chier tout le temps, qui est pas fiable, qui est pas beau, qui est pas confortable. Vous montez, vous êtes dégoûté, vous avez acheté votre Captur, vous avez payé ça plus de, je sais pas, 23, 24 000 balles, je suppose. Vous arrivez, vous êtes dégoûté de monter dedans, ou alors pour 17 000 euros, vous pouvez monter dans cette magnifique Jaguar V8 Supercharge, vert anglais avec son intérieur Magnolia absolument sublime, son régulateur de vitesse, sa sono hyper agréable et de très bonne qualité, ses sièges en cuir d'un confort inégalé, et surtout le Captur, vous l'achetez, vous le payez 23 000 euros, vous le revendez l'année d'après, vous allez le vendre 12, 13. Là, ça, vous l'achetez 17, l'année prochaine, l'année d'après, vous le revendrez au minimum 17 et potentiellement 20. Voilà, donc on va nous dire ah, mais t'es un malade, tu roules dans une voiture qui coûte une fortune, etc. Tu roules en Jaguar, etc. Ben ouais, mais rouler en Jaguar, ça coûte moins cher que rouler en Renault. Et voilà.
La question, elle est vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. On va faire un petit tour de ces voitures rapidement pour vous présenter leurs différentes options et puis ensuite on va aller faire un petit essai routier. En termes de prestations dans cette voiture, on a vraiment de très très belles choses. On est sur de la qualité. Les Anglais, ils savent faire des belles autos, ils savent faire des autos avec du standing. Et là, c'est vraiment le cas. On a du cuir de partout, sur la planche de bord, bien entendu sur les sièges, sur la console centrale, le volant, mais on a aussi des boiseries, des très 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 belles boiseries vernies, avec ce volant en bois qui est très beau et très agréable parce que du coup, ça fait moins transpirer les mains, on a moins chaud aux mains quand on conduit, c'est très sympa. Et surtout, on a du bois un petit peu partout sur la planche de bord qui donne vraiment ce côté cossu, ce côté élégant et ce côté surtout so british. Donc la boîte de vitesse, c'est une boîte qui est issue de la production Mercedes que Jaguar a mis sur ses voitures et qui est une boîte de très bonne qualité, alors qui présentait certaines faiblesses. Donc quand on achète ces voitures, il faut s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci, mais une fois qu'on en est certain, c'est une boîte qui est très agréable, qui est plutôt rapide de passage de rapport, qui est plutôt réactive, mais qui est très souple, sans à-coups, c'est très smooth quoi. On a une vraie conduite d'anglaise, c'est-à-dire de la puissance, mais le tout dans un volupté et de manière très feutrée. Petit truc assez rigolo dans ces voitures, c'est le mode valet. Alors qu'est-ce que c'est que le mode valet? C'est un bouton qui se trouve sur le tableau de bord et qui vous permet de limiter, on va dire, l'accès à votre voiture. Vous allez arriver dans un bel hôtel au volant de votre magnifique Jaguar, histoire d'asseoir un petit peu votre stature sociale et de profiter de votre magnifique réussite. Mais cette saleté de voiturier qui lui n'a pas votre réussite va être extrêmement jaloux de votre voiture et donc va vouloir en profiter, faire le fou avec et pourquoi pas même voler ce qui se trouve dans votre coffre. Eh bien il ne pourra pas, car en appuyant sur le bouton valet, vous allez limiter l'accès au coffre. Il n'y aura que la porte conducteur qui sera ouverte et donc il ne pourra pas accéder au coffre. Et en plus de ça, ce con, il se retrouvera avec un moteur bridé pour ne pas aller faire le fou et frimer avec une voiture qui n'est pas la sienne et qui n'est pas le fruit de son dur labeur, mais plutôt du vôtre. Seul vous, avec votre petite télécommande et votre clé, parce qu'il y a deux clés du coup, la clé valet et la clé du propriétaire, vous serez le seul à pouvoir profiter de la totalité des propositions que vous offre cette magnifique Jaguar XJR. Petit point assez rigolo sur les Jaguars de cette époque-là, on a la grille en J, c'est-à-dire que la boîte de vitesse, les positions des différentes vitesses sont en forme de J, pour rappeler bien entendu le J de... Voilà, c'est le J de Jaguar. Donc bien entendu, on a la climatisation, on a aussi des sièges électriques à mémoire, on a des commandes au volant avec le téléphone. Alors c'était pas le Bluetooth à l'époque, mais quand même à l'époque il y avait le téléphone dans la voiture avec les commandes au volant, ce qui est quand même assez dingue. On a une sono de super bonne qualité avec lecteur cassette et chargeur 6 CD dans le coffre. Donc on a une très belle dotation. C'est une voiture à qui franchement il manque uniquement le Bluetooth aujourd'hui. Pour être encore pertinente sur les routes, il manque seulement le Bluetooth dans ces voitures là. C'est tout le reste. Il y a tout ce qu'il faut. On a le volant avec la colonne de direction qui est réglable électriquement en hauteur et en profondeur. C'est vraiment un très grand confort et c'est une voiture qui est très plaisante à rouler. Et d'ailleurs, on va pas se faire chier, on va aller tout de suite rouler sur la route. J'espérais que ça klaxonne, mais ça l'a pas fait. Alors ce qui est très cool quand on est au volant d'une voiture des années 2000, c'est que on a au final tout le confort d'une voiture moderne, c'est-à-dire qu'on a, contrairement à une voiture véritablement ancienne, on a un ABS, on a des suspensions qui sont plutôt moelleuses, on a une insonorisation qui est très correcte, ça c'est des choses qui ont assez peu évolué ces dernières années. Donc au final, c'est une voiture qui est encore parfaitement pertinente en termes d'amortissement et en termes de confort. Là où le bas blesse, ça va plus être en termes d'équipement. Maintenant, on est encore dans une phase où l'équipement qui sort actuellement est un peu de l'ordre du gadget. Donc cette voiture a tout l'équipement nécessaire. Elle a une boîte automatique, elle a une climatisation moderne qui fonctionne parfaitement bien. Elle a une radio qui capte très bien toutes les chaînes avec possibilité de mettre une cassette Bluetooth par exemple. Mais aussi toujours la possibilité de mettre un double DIN moderne avec le CarPlay et que sais-je, toutes sortes de bizarreries et de fantaisies modernes. On a les commandes au volant, on a le régulateur de vitesse, donc on a même les feux automatiques, pas dégueulasse. Donc au final, on a tout ce dont on a besoin.
Et le tout dans une voiture extrêmement confortable, très cossue et avec un vrai moteur, chose qu'on n'aurait pas pour ce prix-là. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression d'être la personne la plus intelligente sur Terre et d'avoir trouvé le life hack qui permet de vivre une vie de milliardaire sans l'être. Voilà, cette voiture va être à la vente aux alentours des 17 000 €. Et bien pour ce prix-là, franchement, je vois pas ce qu'on peut trouver de mieux. J'ai une voiture luxueuse, belle, chic, avec un V8 qui est capable de mettre une sacrée pétée à un bon nombre des voitures qu'on croise sur la route aujourd'hui. Et ça, franchement, je suis désolé, 17 000 €, ça les vaut. Jaguar jusqu'alors était une marque vraiment de papy, quoi. C'était une marque qui était en train de s'essouffler, qui était devenue assez chiante et vraiment qui faisait des voitures assez luxueuses, assez chic, mais assez chiantes, pas du tout excitantes. Et là, ils sont partis dans une nouvelle dynamique très cool à partir de la fin des années 90 avec la gamme R, donc qui est la gamme sportive. Et ce qui fait qu'on a une voiture, comme je le disais, confortable. Et quand on appuie sur ce petit bouton du mode sport, on a quand même un truc qui bombarde quand même vraiment pas mal. Ça, c'est chouette. On a un V8, parce que le V8, c'est vraiment un moteur qui a une double personnalité. C'est un moteur qui est très agréable parce que très voluptueux, avec beaucoup de par son architecture, avec une certaine rondeur, et en même temps c'est un moteur qui est assez rageur. Donc là on a le meilleur des deux mondes. On a le côté berline confortable et en même temps le côté berline énervé, et vraiment sympa. Et surtout avec le compresseur, ça permet de garder cette espèce d'allonge et de garder l'atmosphéricité de la voiture. C'est un mot qui existe, hein. Alors c'est pas la peine, n'allez pas vérifier dans le dictionnaire et tout, hein. Faites-moi confiance, ça existe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris tout plein de choses. Et si vous aussi, vous avez envie de faire partie de cette catégorie d'êtres humains supérieurs à la norme, qui roule donc en Youngtimer, qui a tout compris, qui est beaucoup plus intelligent que les autres et qui dépense moins d'argent pour beaucoup mieux, eh bien n'hésitez pas à nous appeler. On a toujours tout un tas de Youngtimer à la vente. Cette XJR bleue n'est malheureusement plus disponible. Elle a trouvé preneur il y a peu, mais cette verte sera en annonce d'ici peu de temps. Elle est déjà disponible à la vente en off-market si vous souhaitez nous appeler pour avoir des informations ou tout simplement pour venir boire un petit café avec nous. On sera ravis de vous recevoir et de parler Youngtimer et du coup intelligence avec vous. À très bientôt.